Chers confrères, chers amis, bonsoir. Désolée pour ce petit retard technique. Donc, bienvenue dans ce troisième webcast de la Société marocaine de rhumatologie. Comme vous le savez, c'est un point de rencontre pour discuter et revoir certains travaux des principaux congrès internationaux. Donc, ce soir, on va voir les travaux présentés lors de l'EULAR, qui a eu lieu le 31 mai dernier. Donc, pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi professeur Bahiri, chef de service de rhumatologie à l'hôpital l'Ayachi à Rabat. Il passe président de la Société marocaine de rhumatologie. Et professeur Fatem Zahra Abourzdak, notre ami qui est venu de Tanger, chef de service de rhumatologie au CHU de Tanger. Vous êtes les bienvenus à Marrakech. Merci pour ce déplacement dans cette période estivale où il fait vraiment très très chaud à Marrakech. Je vous remercie pour l'effort fourni. Donc, professeur Bahiri va nous parler des highlights des travaux sélectionnés qui a jugé. Donc, il a sélectionné certains travaux et qu'il a jugé intéressant à partager avec nous. Donc, il va nous parler de l'APR, de la spondylarthrite ankylosante et diverses pathologies. Et dans un second temps, professeur Abourzdak va nous parler de l'interleukine 23. C'est ce traitement qui est nouvellement mis sur le marché marocain. Donc, on aura l'occasion de connaître le rationnel de son utilisation dans le rhumatisme psoriasique et quelle est sa place dans la stratégie thérapeutique. Avant de donner la parole à mes conférenciers, je tiens à remercier le laboratoire Janssen qui nous a permis de se réunir ce soir et mettre en place ce webcast. Donc, Monsieur Bahiri, salam alaikum. Madame Abourzdak, bonsoir. Bonsoir, Imen. Merci, Imen. Alors, je voudrais dans un premier temps remercier le bureau de la Société marocaine pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être là. Marrakech, bien qu'il fasse très très chaud en juillet, et souhaiter bon courage à l'actuel bureau dans son mandat et ses tâches, et aussi les remercier pour cette initiative de faire ces webcasts un peu des points forts des principaux congrès de rhumatologie que vous connaissez. Et bien sûr, sans oublier les laboratoires Janssen pour leur invitation. Donc, on m'a donné pour tâche de vous parler des points forts EULAR 2023. Donc, j'ai sélectionné pour vous un certain nombre de travaux. J'essaierai de faire ça en moins de 30 minutes. Et il est possible que je ne fasse pas tout mon diaporama, mais je vais passer sur certains travaux de manière assez rapide et peut-être insister un peu plus sur d'autres. Alors, je n'ai pas de... Enfin, c'est un peu sponsorisé par Janssen, mais voilà mes liens d'intérêt. Voilà l'agenda de la présentation. Donc, dans un premier temps, on va voir la spondylarthrite. Alors, premier travail, c'est la nouvelle définition de l'ASAS de la spondyloarthrite axiale précoce. Et vous savez tous qu'il y a eu énormément d'efforts pour prendre en charge la PR à sa phase précoce. On y arrive plus ou moins, la communauté rhumatologique y arrive, mais on avoue un peu notre échec dans la prise en charge de la spondylarthrite axiale à sa phase précoce. Et pour y arriver, déjà, il faut une définition consensuelle. Et c'est pour ça que l'ASAS a travaillé sur cette définition, le groupe ASAS. Et je vous livre un peu le résultat de leur travail. Donc, c'est un groupe de travail international qui a fait les choses de manière standard, c'est-à-dire il a fait un processus avec 5 étapes comprenant la revue de littérature, l'exercice défi, et 80% des membres ASAS ont participé à cet exercice. Et globalement, le consensus a été atteint pour la définition de la spondyloarthrite axiale précoce comme étant une spondyloarthrite dont les symptômes ont démarré depuis moins de 2 ans. Par contre, il n'y a pas eu de consensus pour la définition de la spondyloarthrite périphérique précoce. Je peux comprendre un peu la difficulté à faire cette définition. Il y a eu également un consensus pour la définition des signes axiaux. Alors, il y a eu un accord des experts sur 6 items, donc les douleurs rachidiennes que vous connaissez, cervicales, dorsales et lombaires, et
douleurs fessières et une définition faite par un rhumato, en excluant deux symptômes que vous connaissez, sur lesquels il y a eu une controverse pendant pas mal de temps. C'était celle de l'atteinte des gléno-humérales et des coxofémorales. Donc, les experts ne les ont pas retenus dans l'atteinte axiale, donc plus ou moins faire entrer dans l'atteinte périphérique. Et c'est ce consensus, en fait, de définition que le malade ait ou n'ait pas de signes radiographiques. Donc, voilà la définition un peu actuelle. Donc, durée de moins de 2 ans de symptômes axiaux, tels qu'ils ont été définis, est considérée par un rhumatologue comme liée à la spondyloarthrite. Donc, cette définition peut vraiment s'avérer intéressante puisqu'il va nous permettre un peu d'homogénéiser le jargon et les travaux de recherche sur cette entité. Deuxième travail, c'est un peu les différences phénotypiques de la spondyloarthrite en fonction des régions géographiques. Donc, ceci, bien sûr, a été suggéré auparavant par plusieurs travaux. Et donc, l'objectif de ce travail était un peu de caractériser les variations phénotypiques cliniques de la spondyloarthrite axiale en utilisant un large échantillon provenant d'une base de données de l'IMAS, qui est une enquête transversale qui a été menée en ligne de 2017 à 2022 et qui a inclus quelque chose comme 5500 spondylarthrites de 27 pays, avec 5 régions géographiques, avec le recueil de critères tels que l'âge d'apparition, le statut radiographique ou non radiographique, le HLA-B27 et divers autres signes et symptômes. Donc, voilà la répartition des patients sur les différents continents. Donc, vous voyez au passage que la majorité, c'est en Europe et en Amérique du Nord. Il y a eu 146 SPA incluses en Afrique. Le Maroc n'a pas participé. J'ai trouvé que c'était, je crois, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Il y avait des différences statistiquement significatives sur le profil des malades en fonction des régions géographiques sur pas mal de points, notamment, par exemple, l'âge de début, qui était plus élevé en Amérique latine, le délai diagnostique plus lent en Afrique, la moindre fréquence du HLA-B27 en Amérique latine, les antécédents familiaux probablement mieux recueillis en Europe, les comorbidités et les manifestations extra-musculosquelettiques plus fréquentes en Afrique. Et vous voyez sur le plan thérapeutique que les anti-inflammatoires étaient utilisés par la majorité des patients sur l'ensemble des continents. Par contre, quand vous voyez les traitements de fond classiques, ben vous remarquez que à peu près un peu moins de 50% de fréquence d'utilisation et que c'est un peu hétérogène puisqu'ils sont un peu plus utilisés en Amérique latine et en Afrique du Sud. Et à peu près sur ce questionnaire, la moitié des patients utilisaient des traitements biologiques et ceci était beaucoup plus fréquent en Amérique du Nord. Donc, vous voyez que globalement, cette étude démontre les variations phénotypiques cliniques de la spondyloarthrite axiale en fonction du lieu géographique. Donc, il est dommage qu'on n'ait pas eu un peu le Maroc dans cette étude. Alors, troisième abstract, c'est les données de la cohorte DÉSIR à 10 ans. Et c'est l'estimation de la proportion de spondyloarthrite axiale non radiographiques qui ont évolué vers une forme radiographique. Vous savez qu'on a encore des données partielles et beaucoup de controverses sur le pourcentage de malades qui ont une spondyloarthrite non radiographique qui vont évoluer vers une spondyloarthrite radiographique. Donc, les auteurs ont exploité la base de données de la cohorte DÉSIR qui incluait, et ils ont défini la sacroïde radiographique sur le score de New York. Donc, au final, ils ont trouvé que 299 patients avaient des radios initiales et à 10 ans, donc étaient un peu exploitables. Et il y avait, la population, en fait, était de 704 en intention de suivi. Vous voyez que la progression nette chez les patients inclus était de 5,7%. L'œdème médulaire à l'IRM des sacroiliaques initiales était associé à la positivité de l'apparition d'une sacroïdite IRM.
que ce soit chez les HLA B27 positifs ou les HLA B27 négatifs. Donc, au total, les auteurs de ce travail concluent à une relative faible proportion d'évolution vers une forme radiographique au bout de 10 ans sur la cohorte désir, d'autant plus si le patient a été mis sous anti-TNF et ils ont surtout démontré que l'œdème médulaire IRM était fortement associé à l'évolution radiographique et ceci se voyait un peu plus dans le groupe HLA B27+. Alors, autre travail intéressant, y a-t-il un intérêt quand on prend en charge des lombalgies chroniques indéterminées à faire des évaluations répétées pour le diagnostic de spondylarthrite? Donc ça, c'est les données de la cohorte européenne SPACE. Et donc, les auteurs se sont interrogés sur l'intérêt d'évaluations répétées pour le diagnostic de SPA axial chez les patients adressés aux rhumatologues. Donc, le résultat principal, en fait, de l'étude, c'était quel serait le diagnostic final à 2 ans. Autrement dit, est-ce que, en voyant sur des échéances nos malades, on va changer de diagnostic, inclure de nouveaux malades et changer le diagnostic de spondyloarthrite axiale certaine. Donc, ils ont inclus 552 patients. Le diagnostic qui ont des lombalgies chroniques adressées aux rhumatologues. Le diagnostic de spondylarthrite axiale était posé chez 32% des patients. Et en fait, ce qui arrive, c'est que à 2 ans, le diagnostic a été réfuté chez à peu près 13 patients, puisque le diagnostic, là, il y a eu une diminution de degré de certitude par le rhumatologue. Et en moyenne, en fait, on trouve que ces malades ne font pas apparaître beaucoup de nouvelles caractéristiques de la spondylarthrite en 2 ans. Donc, on a en moyenne peut-être 1 ou 2 nouvelles caractéristiques qui apparaissent. Et les caractéristiques qui sont nouvellement apparues et recueillies par les rhumatos, c'est la réponse aux AINES et la sacroïlite IRM. Donc, en fait, cette étude, elle démontre la moindre pertinence de la réévaluation diagnostique un peu trop proche de la spondylarthrite pendant 2 ans, c'est-à-dire si on les a vus initialement et on n'a pas considéré qu'ils ont un diagnostic de spondyloarthrite, les revoir à 6 mois ou 1 an et demi, en gros, ne va pas changer grand-chose. Donc voilà un peu, donc je passe. Alors j'arrive à certains travaux qui ont été consacrés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'abord, vous savez que il y a une association de la prise d'AINES à un surrisque cardiovasculaire dans la population générale, ça tout le monde le sait. Il y a aussi une association de la spondylarthrite à un surrisque cardiovasculaire. Mais finalement, est-ce que quand on donne des AINES au long cours dans la SPA, on diminue l'inflammation et finalement cette balance, est-ce qu'elle va se faire dans le sens protection du risque cardiovasculaire ou bien on aura quand même un surrisque des AINES? Et il y a eu finalement 2 travaux au cours de ce congrès EULAR dont le but était de déterminer la fréquence des événements cardiovasculaires des spondylarthrites axiales sous AINES. Et ça, c'est en France. Donc, ils ont analysé les données du système national des données de santé en France. Donc, ils ont inclus 22 900 spondylarthrites. Et lors du suivi, il y a eu un recensement de 344 nouveaux événements cardiovasculaires avec 415 décès. Et vous voyez les taux cumulés des événements à 8 ans. Entre événements cardiovasculaires graves, AVC et infarctus du myocarde. Mais en fait, finalement, les AINES, on a trouvé qu'ils avaient un rôle plutôt protecteur. Comme vous voyez, le hasard ratio est de 0,40 et avec un P très significatif. Donc, ils sont autant protecteurs, peut-être même plus protecteurs que les anti-TNF sur ce travail, ce qui est assez surprenant. Donc, les deux ont été plutôt associés à une réduction du risque
des événements cardiovasculaires, ce qui n'a pas été le cas pour les traitements de fond classiques et les anti-interleukine 17. Alors, même chose dans un travail coréen qui a été présenté dans ce congrès avec une analyse de base de données, et le critère principal, c'était la même chose, c'est-à-dire la survenue de maladies et d'événements cardiovasculaires chez une population sous anti-inflammatoires pendant 1 an. Là, par contre, ils ont précisé qu'ils ont suivi ces malades pendant 1 an, ce qui peut être paraître comme assez court. Donc, sur 19 000 spondylarthrites axiales et 60 000 pratiquement témoins appariés, ils ont trouvé que l'utilisation prolongée d'AINES n'était pas du tout associée à un risque accru d'événements cardiovasculaires. Donc voilà, dans le premier travail, c'était presque un rôle protecteur. Dans ce travail, en objectif une absence de risque. Donc finalement, peut-être qu'on commence à avoir de plus en plus des données pour dire que les AINES en cours dans la spondylarthrite, ça n'expose pas tellement à des événements cardiovasculaires. Alors, il n'y a pas que les événements cardiovasculaires, il y a aussi, bien sûr, les effets indésirables rénaux que vous connaissez tous. Et ces auteurs, en fait, toujours en Corée, ont analysé des dossiers de spondylarthrite récemment diagnostiqués pour voir si les AINES en cours allaient exposer à une toxicité rénale. Donc, ils ont bien sûr exclu les malades avec atteinte rénale préalable et ils ont réparti les patients selon leur DFG initialement en un stade 1, 2 et 3 et ils ont essayé de voir si au cours de l'étude les patients allaient changer de catégorie, c'est-à-dire voir leur fonction rénale se détériorer. Eh ben c'est ce qui a été ça a été le cas puisqu'il y a eu, selon les modèles statistiques utilisés, une diminution annuelle significative du DFG chez ces malades et notamment dans le groupe de stade 1, c'est-à-dire avec fonction rénale pratiquement normale. Donc cette étude conclut que l'utilisation prolongée des anti-inflammatoires serait associée à la diminution du DFG chez les spondylarthrites axiales. Alors, je passe rapidement sur ce travail, quoiqu'il est lui aussi très intéressant, puisque c'est évaluer si finalement ça sert d'arrêter les AINES quand on veut faire l'IRM chez nos malades. Donc, c'est une question qu'on se pose et ces auteurs ont essayé de répondre à la question. Donc, ils ont évalué si la prise d'AINES entraîne une sous-estimation de l'œdème médulaire. Donc, ils ont fait un protocole. Je passe rapidement sur le protocole, mais ils ont quand même inclus 311 patients, dont 96 ont stoppé les AINES avant la réalisation de la première IRM. L'œdème médulaire IRM était présent chez 50% des patients. Et après la reprise des AINES, à la deuxième IRM, 24% des malades faisaient disparaître l'œdème médulaire. Donc, cette étude suggère en fait une action sur l'œdème médulaire IRM au niveau des sacroiliaques. Et il y a eu une discussion sur faut-il donc, quand on réalise les IRM, faut-il arrêter les AINES. Alors, vous savez tous qu'il y a une discussion sur la progression structurale sous anti-TNF et sous anti-interleukine 17. Donc ça, c'est une étude, un essai comparatif entre CQ et ADA dans la prévention de la progression structurale de la spondylarthrite axiale radiographique. Et le critère d'évaluation principal de l'étude était la proportion de patients qui avaient arrivé à la semaine 104 sans progression radiographique. Donc, ils ont inclus des SPA avec un haut score radiographique. Donc, vous voyez un MSAS à 16. Une CRP positive, donc avec déjà plus de 73% qui avaient déjà des syndesmophytes, donc ce qui donnait un groupe à risque élevé de progression radiographique. Donc finalement, à S104, la distribution était pareille entre les deux bras, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de différence entre CQ et ADA. Mais le problème, entre guillemets, de l'étude, c'est que finalement, les patients étaient très peu progresseurs.
pour se faire une idée. Mais en gros, sur cette période de 104 semaines, avec, vous voyez quand même, presque 860 patients inclus, il n'y avait pas de différence entre les molécules, telles que vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc, comme je vous le disais au départ, je passe sur le rhumatisme pso pour vous parler un peu de PR. Alors ça, c'est un travail qui a essayé un peu de reclasser les arthrites indifférenciées en sous-groupes un peu homogènes. Et c'est un travail qui a exploité la base de données de la cohorte Leiden avec des patients qui ont des oligoarthrites ACPA négatives. Et donc, au final, ce que ces auteurs sont arrivés à faire, c'est de définir 5 groupes d'oligoarthrites indifférenciés avec des caractéristiques différentes. Donc, un groupe de polyarthrite symétrique, un groupe d'oligoarthrite d'apparition subaiguë, de monoarthrite du poignet, des petites articulations. Et ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est qu'il s'est fait en se basant uniquement sur les données, en voyant un peu les différences entre les groupes. Donc, on a identifié 5 groupes avec des risques évolutifs différents de progression vers la PR. Et ce travail est peut-être un prémisse à la classification des arthrites indifférenciés par l'intelligence artificielle éventuellement, et notamment les réponses thérapeutiques qu'on peut un peu prévoir. Comment identifier au mieux les sujets ACPA positifs et le risque de débuter une polyarthrite rhumatoïde? Donc là, c'est des patients qui sont arthralgiques et qui ont des arthralgies inflammatoires suspectes, ce qu'on appelle maintenant les CSA ou les arthrites cliniquement suspectes, telles que définies par le LAR. Et donc, on a essayé un peu, ces auteurs suédois, d'identifier quels sont les principaux facteurs de risque associés à l'apparition des premières arthrites chez ces patients arthralgiques ACPA+. Au préalable, bien sûr, ces patients ne présentaient aucune arthrite ni clinique ou échographique, et ils ont été suivis pendant 3 ans. On a fait des prélèvements avec les différents types d'ACPA ainsi qu'un panel de protéines inflammatoires. Et finalement, sur les 207 sujets inclus, il y a eu 38% de sujets qui ont développé une première arthrite, et en analyse multivariée, 4 principaux facteurs ressortaient. D'abord, la réactivité à plusieurs ACPA, des niveaux initiaux d'interleukine 15 R-alpha, des taux sériques élevés d'IL-6 et la présence de ténosynovites à l'échographie. Donc, vous voyez que, par exemple, la valeur prédictive négative des ACPA est très forte et la ténosynovite échographique a une très forte spécificité. Donc, ça veut dire que quand vous avez des arthralgies suspectes, leur faire des échos, trouver des ténosynovites et qu'ils soient positifs aux différents types ACPA de plusieurs générations feront que ce groupe sera plus à risque de développer une polyarthrite rhumatoïde. Alors, autre travail intéressant dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est des choses qu'on fait jamais, c'est est-ce que suivre un peu les taux de facteurs rhumatoïdes peut prédire la réponse clinique ultérieure au traitement de fond dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est une étude qui a été faite, bien sûr, sur des patients qui ont une PR facteur positif, qui ont démarré un traitement de fond classique, et donc un traitement de fond, pardon. Et donc, les auteurs ont analysé la relation entre les variations précoces des niveaux de facteurs rhumatoïdes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont diminué de moitié les facteurs rhumatoïdes ou ils ont négativé les facteurs rhumatoïdes. Donc, ce qu'ils ont appelé la réponse facteur rhumatoïde au traitement, et l'impact sur un peu l'obtention de la low disease activity, c'est-à-dire de l'activité minimale ou de la rémission. Et donc, ils ont démontré en fait que les patients qui avaient une baisse significative sur les différents contrôles de facteurs rhumatoïdes, voire une négativation du facteur rhumatoïde, avaient plus de chances de s'améliorer et d'avoir une rémission. Donc, ce qui fait que le facteur rhumatoïde peut s'avérer, chose qu'on fait jamais, un biomarqueur intéressant.
Alors ça, c'est l'étude APIPRA, c'est une étude qui a été faite par l'abatacept comme traitement préventif de la PR. Donc il y a déjà eu un travail par le Ritux, un premier travail par l'abatacept qui ont été des travaux globalement négatifs. Donc en fait, c'est à peu près comme l'autre travail, c'est-à-dire on a inclus des patients avec des arthralgies cliniquement suspectes, c'est-à-dire avec facteur rhumatoïde et ACPA ou ACPA à titre très élevé, sans aucune arthrite clinique préalable, naïfs de tout traitement de fond. Donc ils ont été randomisés soit sur un bras abatacept, soit sur un bras placebo. La durée de l'intervention thérapeutique était de 1 an. Et donc on a vu un peu la différence entre les deux groupes pour voir quels étaient les malades qui allaient développer des arthrites, et donc ils ont retenu une barre de 3 arthrites confirmées par l'échographie, ou bien qui allaient répondre aux critères de la CRE-LAR de la polyarthrite rhumatoïde. Donc à 1 an, vous voyez que le critère principal, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles arthrites, se faisait chez 29% du bras placebo et juste 6% du bras abatacept. Et la différence se maintenait, n'était pas aussi numériquement grande, mais se maintenait à S104. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une étude de preuve de concept et dans laquelle l'abatacept a réduit de manière significative le risque de progression vers l'arthrite. Alors, quand on donne chez nos malades une corticothérapie initiale, ce qu'on appelle une bridge thérapie, est-ce que ceci va impacter l'utilisation au long cours? Bon, sur notre pratique, peut-être on peut répondre que oui. Mais là, c'est une étude qui a essayé de combiner les résultats de 3 essais randomisés pour analyser est-ce que l'utilisation à long terme et la maintenance ou la persistance des patients sous glucocorticoïdes étaient associées à une corticothérapie initiale. Et finalement, ils ont démontré que oui, c'est-à-dire que quand on donne une corticothérapie initiale, la probabilité de conserver cette thérapie était 3 fois, était vraiment très élevée. Et en fait, mais ce qui était un peu positif dans cette étude, c'est que les patients sous corticothérapie changeaient quand même moins de traitement de fond. Donc, ce qui est l'argument qui pouvait dire que peut-être sur les 2 ou 3 ans, donner une corticothérapie, dans notre contexte, on pourra un peu discuter de ça. Je vous livre les résultats en brut. Là, pour vous dire qu'il y a eu 2 ou 3 études pour voir la confirmation des résultats et de la controverse des études de l'étude orale surveillance, donc JACI et cancer et JACI et événements cardiovasculaires. Ça, c'est une étude sur le registre danois qui a montré qu'il n'y avait pas de différence entre les patients. Donc, vous voyez qu'il y avait 875 PR sous JACI et 4000 sous BEDIMARS. Il n'y avait pas de différence en termes d'apparition de cancer. Et donc, les JACI n'étaient pas associés à un surrisque dans cette étude. Même chose pour les événements cardiovasculaires sur 2 études que vous voyez ici. Donc, la première, c'est une étude de cohorte hollandaise et la deuxième, c'est une étude multicentrique multinationale, internationale, la Jackpot Study. Les 2 grandes études, en fait, ont démontré que l'incidence des événements cardiovasculaires était la même que celle des biologiques. Et en fait, les auteurs ont conclu en disant que il faut quand même rester prudent parce que peut-être que lors de l'inclusion des malades et de la prescription des JACI, dans la vraie vie, les cliniciens tenaient compte du contexte cardiovasculaire. C'est pour ça que ces malades ne faisaient pas d'événements cardiovasculaires. Ou bien, deuxième hypothèse, c'est que les malades qui ont été inclus dans l'oral surveillance avaient un profil différent. Alors, autre étude intéressante, c'est l'efficacité. Vous savez qu'on dispose pas beaucoup de molécules dans l'atteinte pulmonaire interstitielle, les PID de la PR. Et ça, c'est une étude multicentrique espagnole qui a essayé d'évaluer l'efficacité et la tolérance des inhibiteurs de JACI dans les PID de PR. Globalement, bien que l'effectif est un peu petit,
et que majoritairement c'était le baricitinib qui était utilisé. C'était une étude qui a été considérée comme positive puisque chez la majorité des malades sous bari, il y a eu une amélioration, une stabilisation des lésions pulmonaires, et les auteurs disent et peut-être que les JAK marchent sur l'atteinte pulmonaire et que ce serait une nouvelle option. Alors, nous, dans notre centre, on utilise beaucoup de Rutux. C'est pour ça que j'ai choisi cette étude. Et c'est la mise en place d'un protocole d'optimisation de la dose de Rutux, chose qu'on fait maintenant dans notre centre, mais de manière un peu intuitive, je dirais. Donc là, c'est vraiment sur un protocole d'Agbo. Ça a été fait dans un centre hollandais. Donc, c'est une diminution progressive selon un schéma préétabli. Donc vers 1000, vers 500 et vers 200, voire un arrêt complet si le patient rentrait en rémission profonde. Et donc cette étude de cohorte rétrospective qui a utilisé cette stratégie, donc ils ont conclu que sur un total de 389 patients, que à peu près 289 patients ont pu bénéficier d'une réduction progressive et sont entrés sont passés d'une phase à une autre. Et il conclut que c'est une stratégie qui peut être menée dans les centres, et c'est quelque chose que j'encourage à faire pour les centres qui utilisent beaucoup de rituximab. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps. Il est 20h44. Te dire, c'est bon. Tu peux rajouter. Je peux ajouter un ou deux travaux. Oui, on peut. Bon, peut-être que je passerai rapidement 2 ou 3 travaux. Là, ça a été sur la survie globale des patients lipiques de 1950 à 2020, pour vous dire que ça a nettement, il y a eu une très nette amélioration quand on prend les méta-analyses, puisque vous voyez que par exemple la survie à 15 ans, il est passé de 64% à 85%, la survie à 20 ans de 58% à 84%. Donc la prise en charge moderne en fait du lupus a amélioré la survie, et c'est plutôt les atteintes cardiovasculaires qui ont un impact sur la survie à 5 ans, et les atteintes neuropsychiatriques et le dommage structural un peu multiviscéral au-delà de 10 ans. Je vous encourage à voir ce travail en fait parce que c'est le groupe ELAR qui a émis les points à considérer quand on veut démarrer un traitement ciblé chez les patients à rhumatisme inflammatoire à antécédent néoplasique. Donc c'est un travail très intéressant qui nous dicte un peu notre conduite et les points à considérer quand on va initier un traitement biologique chez nos patients qui ont des antécédents néoplasiques et qui veulent démarrer un biologique. Essai du romosozumab, l'antisclérotine versus denosumab, en comparant un peu la variation de la DMO du rachis lombaire entre J0 et M2, très nette supériorité du romosumab sur le denosumab, sur l'augmentation de la DMO, mais par contre, il n'y avait pas beaucoup de fractures. C'était, je pense, un petit effectif, voilà, comme vous le voyez, juste 70 patients, pas beaucoup de fractures, mais vous voyez que la DMO plus 7,3 sur le rachis pour le romosozumab versus plus 2,3 pour le déno. Alors, en résumé, chez les patients qui font apparaître des maladies auto-immunes ou inflammatoires lors de l'utilisation des inhibiteurs des checkpoints, qui sont les nouveaux traitements des cancers et qui vont rentrer de plus en plus au Maroc, est-ce que c'est safe de leur donner des biologiques? Et là, les auteurs français ont analysé la base de données SNDS, pardon, donc pour un peu voir la safety des biologiques chez ce type de malades. Donc, ils ont analysé quand même les données de 71 000 patients qui ont démarré un inhibiteur des checkpoints. Et ce qu'ils ont montré, en fait, c'est que vous voyez un peu le type de maladies auto-immunes qui sont apparues. Donc d'abord gastro-intestinale, peu de manifestations rhumatismales, 1,8%, et ils ont démontré en fait que il n'y avait pas, la survie globale était la même sous biologique. Donc chez ces patients avec néoplasie sous inhibiteur des checkpoints, leur administrer des biologiques
n'entraînait pas une surmortalité ou un surrisque par rapport aux autres. Les gens te demandent de prendre ton temps. D'accord. Ils sont intéressés. On arrête? Je pense que c'est bon, j'avais presque terminé. Vas-y, quand même. Bon, là, c'est une étude sur l'effet de la colchicine sur la pose de prothèses dans l'arthrose. Assez intéressante que j'ai trouvée, donc je l'ai incluse dans mon diaporama. Donc, le but, c'était de comparer l'incidence des PTG et des PTH en utilisant une base de données. En fait, la base de données, c'est une étude dont le but initial était d'évaluer l'effet de la faible dose de colchicine sur les événements cardiovasculaires chez les patients atteints de maladies coronariennes. Donc, finalement, les auteurs ont repris cette étude et ils ont démontré, en fait, que dans le groupe colchicine arthrosique, il y avait moins de prothèses par rapport au groupe qui n'avait pas pris de colchicine. Et ça a réduit pratiquement de 31% le risque de poser une prothèse, que ce soit une prothèse du genou ou une prothèse du genou, paradoxalement. Donc, y a-t-il un effet protecteur de la colchicine? Ceci doit être peut-être confirmé par des réelles études randomisées. L'incidence de la fibromyalgie post-Covid, vous voyez que j'ai pris un peu à droite et à gauche. Donc, c'est une étude israélienne qui a un peu essayé de voir si les patients qui faisaient des Covid graves avaient un surrisque de faire une fibromyalgie secondaire. Ceci a été démontré pour d'autres infections telles que l'hépatite C, le VIH et la maladie de Lyme. Donc, ils ont contacté par téléphone 188 patients avec une durée moyenne de suivi de 5,2 mois. Et ils ont observé une incidence de 15% de syndrome fibromyalgique. Ceci était associé au sexe féminin, à un niveau élevé de traumatisme et à un faible niveau de résilience. Donc, les auteurs concluent à environ post-Covid, 15% des patients ont développé un syndrome post-Covid sévère. Alors, peut-on évaluer l'activité de la PPR sans CRP? Vous imaginez que le problème se pose de plus en plus avec l'utilisation de l'Actemra, de l'anti-interleukine 6 dans la PPR et les vascularites et la polyarthrite rhumatoïde. Vous savez qu'il va négativer la CRP indépendamment de l'effet clinique. Et donc, ces auteurs, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de prendre le score d'activité validé de la PPR, le PMR-AS, et le PMR-AS clinique sans CRP, et de voir un peu est-ce que en supprimant la CRP du score, est-ce que ça allait nous permettre quand même de bien évaluer l'activité. Et ils ont fait ça sur justement un essai randomisé comparant le TOSI au placebo, et ils ont démontré en fait que dans l'ensemble, il y avait une très bonne corrélation. Donc, quand on utilise le PMR-AS avec CRP ou sans, la corrélation était bonne, ce qui souligne le faible poids de la CRP dans ces indices composites, et que si on utilise le tocilizumab, par exemple, on peut ne pas trop se baser sur l'indice d'activité utilisant la CRP, puisqu'il va baisser l'indice d'activité de manière factice en baissant la CRP. Alors, est-ce que les douleurs chroniques sont-elles associées à une plus forte incidence de démence? Donc ça, c'est un travail aussi qui était très intéressant. Et les auteurs, en fait, ont montré que les personnes qui font un syndrome douloureux chronique, et malgré l'ajustement sur de multiples facteurs confondants, il y a une association entre le fait d'avoir un grand nombre de sites douloureux et l'augmentation du risque de démence, toutes causes confondues, et d'Alzheimer. Alors, je termine par un corticoïde gentil. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la corticothérapie. Vous savez que dans notre pratique, c'est un réel problème tous les jours, notamment du fait de l'automédication. Donc, ces auteurs, ce qu'ils ont fait, ils ont bricolé un anticorps avec le budesonide, qui est un corticoïde, et ils ont testé ça sur des souris et des primates atteints d'inflammation
chronique. Et en fait, la particularité de cette molécule, c'est que c'est un corticoïde qui va être ciblé et qui va vraiment se diriger vers les cellules lymphocytes, les cellules du système immunitaire, donc lymphocytes et cellules myéloïdes, avec beaucoup moins de toxicité que les glucocorticoïdes classiques, notamment avec le très peu d'impact sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et donc, ils ont démontré que ça pouvait marcher et cette molécule gardait son activité thérapeutique et son efficacité avec très peu ou pas d'effets indésirables. Donc, on attend un peu la suite s'il y a un réel développement de cette molécule et je vous remercie. Merci, professeur Baheri, pour ce tour d'horizon qui nous a fait revivre en fait le LAR, puisqu'on était là-bas, pour les personnes qui étaient là-bas et pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'assister. Donc, ils ont pu avoir un aperçu des principales études présentées. Donc, peut-être on va revoir les questions, poser les questions que j'ai reçues sur le chat. Alors, la première question concernant le risque cardiovasculaire sous INS. Est-ce que dans l'étude, les auteurs ont précisé les classes d'INS qui étaient incriminées? J'ai pas l'impression qu'ils avaient la possibilité de le faire parce qu'ils ont utilisé les bases de données de la SNDS en France, qui sont des bases de données assez binaires, utilisation d'INS ou non, ALD, c'est pas marqué sur l'abstract, mais j'ai pas l'impression qu'ils auront l'info. Parce que souvent, d'ailleurs, même le travail que j'ai montré sur les inhibiteurs des checkpoints, en général, sur ces travaux, tu n'as pas vraiment la donnée sur... Et je sais qu'en France, l'accès à ces données n'est pas aussi simple. Il faut donner un protocole précis. Donc, pour te répondre, en tout cas, sur l'abstract, c'était pas mentionné. J'ai pas l'impression qu'ils l'ont fait. D'accord. Merci. Alors, une deuxième question, toujours dans le même sens d'INS. Est-ce qu'ils ont précisé l'âge des personnes qui ont fait un déclin de la fonction rénale? Est-ce que ça incluait même les jeunes? Alors, je sais qu'il y a eu un appariement et que... alors, j'ai l'impression qu'il y avait la moyenne d'âge, bien sûr. C'est à 38 ans. C'est ça, il y avait la moyenne d'âge est à d'âge. 38 ans. Mais bon, majoritairement, les spondylarthrites qui sont incluses sont des moyennes d'âge entre 30 et 40 ans. Ouais. Voilà. Donc, on n'est pas en train de s'adresser à une population qui a plus de 60 ans avec fonction rénale qui peut poser problème. Donc, ce qu'ils essaient de démontrer, c'est que même chez des sujets jeunes, donner des AINS peut, à l'échelle collective, détériorer de manière significative la fonction rénale chez certains. D'accord. Et toujours dans les AINS et IRM. Maintenant, j'avais l'impression que dans un congrès, on a eu une présentation, un travail qui était fait. Garder l'INS ou l'arrêter, ça change rien par rapport au résultat de l'IRM. Maintenant, on commence à revenir sur cette notion. Alors, que faire en pratique? Est-ce qu'on arrête, on n'arrête pas? Et si on arrête, on respecte les 15 jours? C'est une étude, en fait, qui a démontré que l'IRM disparaissait chez quelque chose comme moins de 25%. Donc voilà, on peut pas réellement tirer des conclusions, une conduite à tenir et dire aux rhumatos qu'il faut absolument arrêter les AINS. Ouais. J'ai pas l'impression que ça va sortir incessamment comme recommandation. L'effectif était quand même assez intéressant. Et le protocole lui-même était intéressant parce que ils ont arrêté puis mis les patients sous AINS pendant presque 6 semaines sur l'étude, et puis refait l'IRM et ils ont démontré que le signal disparaissait. Au passage, il n'y avait pas de groupe contrôle et voilà, donc c'est-à-dire on peut pas dans ce webinaire dire aux rhumatologues qu'il faut absolument arrêter les AINS avant de faire l'IRM. Sur le plan pratique, on n'est pas au stade d'arrêter, de recommander un arrêt. Recommander formellement cela maintenant. D'accord. Donc, j'ai une question par rapport à l'étude qui a utilisé l'abatacept dans la pré-PR, dans le rhumatisme inflammatoire inclassé, dans le but en fait, d'arrêter la progression vers une PR. Donc, pourquoi? Donc, la question qui est posée, pourquoi ce choix de l'abatacept dans cette pathologie? Et une autre question, est-ce que l'abatacept a arrêté l'arrivée de la polyarthrite rhumatoïde ou bien il a juste retardé jusqu'à la 2e année l'apparition de la PR?
le groupe abatacept a fait apparaître beaucoup moins de polyarthrite que le groupe contrôle, que ce soit à 1 an, parce qu'ils ont fait une intervention. Les patients, en fait, ils ont eu l'abatacept pendant 1 an, ou le placebo pendant 1 an, et puis on les a resuivis 1 an au-delà. Donc, on avait à 52 et 104 semaines. Donc, la significativité était plus importante à 1 an, mais elle se maintenait à 2 ans. Et en fait, le groupe a fait apparaître un peu moins de polyarthrite. Après, pourquoi le choix de l'abatacept? Les travaux qui ont été faits essentiellement avec le Ritux sur un essai négatif, et il y a eu un travail préalable aussi avec l'abatacept. Alors pourquoi ces deux molécules chez les patients ACPA+? Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a eu les anti-TNF qui ont été tentées. Quel est le réel rationnel pour utiliser abatacept et Ritux? Peut-être des modalités de prescription plus qu'autre chose, mais c'est à 2 ans. C'est-à-dire, par exemple, les études préalables qui étaient négatives ont montré qu'après, il y avait ce qu'on appelle une sorte de catch-up, c'est-à-dire finalement, ça prévenait, ça ralentissait, mais si on les suivait un certain nombre d'années, ça allait être pratiquement la même chose. Mais en fait, il faut aussi voir le revers de la médaille, c'est-à-dire dans le groupe placebo, il y avait 70% qui n'ont pas fait de polyarthrite. C'est-à-dire ça équivaut à traiter 10 malades pour prévenir 2 ou 3. Donc, on va traiter par excès 7 ou 8 malades sur 10 qui ont des arthralgies qui peut-être ne vont jamais évoluer vers une polyarthrite rhumatoïde, premièrement, et on va les traiter combien de temps? Parce que finalement, c'est 1 an. C'est-à-dire, un an, on va peut-être décaler, mais on va pas traiter, par exemple, par Ritux pendant 10 ans, quelqu'un qui a des arthralgies ACPA+, pour qu'il ne fasse pas de polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle des études un peu de preuve de concept, pour voir que le concept marche, mais la réelle utilité pratique, voilà, donc je pense, de toute façon, c'est pas du tout préconisé actuellement de donner des biothérapies à ces malades. Et en pratique, qu'est-ce qu'on fait pour ces pré-EPR finalement, arthralgie? Est-ce que donc on ne traite pas, ça c'est sûr, c'est pour le moment c'est ce qu'on fait. Est-ce que on insiste sur le patient de lui dire si jamais tu as du gonflement, tu as de la synovite qui apparaît, il faut revenir contrôler, enfin consulter rapidement pour instaurer le traitement rapidement. Est-ce qu'on a un cycle de surveillance prédéterminé pour ces pré-EPR? Alors, il y a eu le groupe LAR qui a fait les CSA, les Clinically Suspect Arthritis, c'est-à-dire le petit sous-groupe qui est plus à risque. Et là, j'ai montré également une étude qui essaie de classer ces arthrites indifférenciées en groupes à risque et en utilisant beaucoup de choses, notamment les ACPA, notamment l'échographie et plein de choses. Donc, en fait, on va se diriger vers un recueil d'un maximum de data pour définir le petit sous-groupe chez lequel peut-être on aura cette attitude thérapeutique, qui sera un petit sous-groupe au sein de ces arthralgies ACPA+. Alors, il y a plus en plus de travaux qui montrent en fait que même l'échographie, par exemple, chez des malades qui sont absolument asymptomatiques, à partir du moment où on fait l'échographie et on démontre qu'ils ont un Doppler positif, ils vont déjà évoluer vers, on a déjà raté un cap et ils vont déjà évoluer vers une polyarthrite rhumatoïde. Mais on ne sait pas comment on fait actuellement les prendre en charge. Très bien. Donc, j'ai une question qui vient de tomber, peut-être la dernière pour qu'on puisse gérer un peu le temps. Alors, colchicine et risque au moindre d'arriver aux prothèses, intéressant, piste à explorer. Moi, ce qui m'a interpellée, pourquoi la colchicine a été donnée à la base? Non, mais ils ont utilisé c'était dans un ce essai. En fait, c'était l'essai dont le but était de démontrer le caractère cardiovasculaire protecteur de la colchicine. Oui. Et ils ont utilisé les données, ils ont trouvé que les arthrosiques qui étaient dans cette étude faisaient moins de prothèses. Après, est-ce que quelqu'un va prendre son courage à deux mains et designer un essai randomisé de la colchicine? Peut-être à danger, peut-être. Est-ce que c'est pas cher? Voilà. Donc après, il faut faire un essai pour voir sur des centaines de malades. Pour retirer peu de prothèses.
Oui. Alors, il y a une question, peut-être la dernière. Hein. Qu'est-ce qu'on fait plutôt pour les patients SPA en rémission pour l'INS? Qu'est-ce que je veux dire par cette Qu'est-ce qu'on question? fait pour les SPA? En rémission. Écoute, Vous allez en rémission, de toute c'est combien? façon, on sait quelle est l'utilisation actuelle des ANS, c'est-à-dire on va faire une dégression jusqu'à arriver à une dose minimale efficace. Si le patient reste en rémission, on peut faire des fenêtres thérapeutiques. C'est ce qu'on fait tous les jours chez les patients qui sont en rémission. Le traitement de la Et demande. le traitement ANS maintenant n'est pas préconisé comme étant un traitement continu. Ouais. Donc, quand le patient arrive en rémission clinico-biologique, on peut bien sûr se donner un certain nombre de semaines et arrêter et suivre. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait même pour les biologiques. De plus en plus, on fait de l'espacement et on essaie même d'arrêter. Jusqu'à l'arrêt. Exact. Très bien. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai comme question pour le moment. Donc, merci beaucoup, professeur Bahiri. C'était très clair et très instructif. Donc, chers spectateurs, on va passer la parole à professeur Fatem Zahra Abourazaq pour nous parler de nouveaux traitements, le guselkumab, sa physiopathologie et sa place dans le traitement de rhumatisme psoriasique. Merci, cher ami. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver en virtuel et de vous parler ce soir de l'interleukine 23, sa place dans le rhumatisme psoriasique. On va aller un petit peu de la pathogénie vers le traitement. Et avant de commencer, je tenais à remercier le bureau de la SMR pour son invitation et remercier tout particulièrement le professeur Bouchti pour tous ses efforts pour maintenir ces webcasts SMR et pour tout l'effort fourni pour donner un nouveau look aussi à nos webcasts. Donc, un grand merci, cher ami. Et je tiens aussi à remercier les laboratoires Jensen pour leur soutien continuel à la formation continue des rhumatologues. Donc voilà. Bon, comme vous le savez tous, l'anthésite, elle est la cible inflammatoire dans le rhumatisme psoriasique. Ça, je ne vous apprends rien. Cette anthésite est le siège d'un micro-environnement immunitaire spécifique qui va s'activer suite à l'association de différents facteurs. En effet, chez un patient qui a déjà une susceptibilité génétique et en présence de différents facteurs environnementaux, l'obésité, le stress biomécanique, la dysbiose, l'infection, on assistera à une activation des cellules présentatrices de l'antigène qui vont sécréter l'IL-12 qui sera responsable de l'activation de la voie TH1 avec sécrétion du TNF-alpha, mais aussi et surtout de la sécrétion de l'IL-23 qui va se lier sur différents récepteurs présents sur différentes cellules immunitaires et activer la sécrétion de la fameuse interleukine 17. Cette interleukine 17 va par la suite être responsable d'un influx de cellules immunitaires avec production de plusieurs cytokines pro-inflammatoires et par la suite apparition de l'anthésite. Alors, cette anthésite existe dans notre système musculo-squelettique, mais elle existe aussi dans d'autres organes, notamment au niveau de l'attachement de l'ongle au niveau de la peau, au niveau de la jonction iliocécale, au niveau de l'apex pulmonaire, au niveau cardiaque, au niveau de l'émergence aortique du cœur et sa valve aortique, au niveau de l'œil aussi, au niveau de l'attachement du corps ciliaire et aussi au niveau de la face d'extension des membres au niveau de la peau. Alors, tous ces sites, ils sont semblables en fait à l'anthésite de notre système musculo-squelettique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux facteurs principaux. Le premier, c'est que tous ces sites sont soumis à un stress mécanique répétitif et tous ces sites expriment aussi un récepteur qui est le récepteur de l'interleukine 23. Et donc, on peut tout à fait imaginer que tous ces sites anthésitiques peuvent être cibles de cette inflammation en cours de rhumatisme psoriasique et c'est cette inflammation qui sera responsable des différentes manifestations extra-articulaires du rhumatisme psoriasique. Alors, comme vous le voyez sur ce schéma, l'interleukine 23, elle est au centre de la pathogénie du psoriasis. Elle va être responsable, là aussi, de l'activation du TH17 avec sécrétion de l'IL-17, pardon. Cette IL-23 est au centre aussi de la pathogénie de l'atteinte digestive inflammatoire
avec une activation des différentes cytokines pro-inflammatoires. Et donc, cette IL-23, on la retrouve finalement dans la pathogénie et de l'arthrite psoriasique et de l'atteinte cutanée psoriasique et de l'atteinte digestive inflammatoire. Et donc, bloquer cette cytokine serait tout à fait une voie thérapeutique tout à fait intéressante et permettrait de bloquer l'inflammation en amont avant la sécrétion de l'interleukine 17 qui est responsable de la pérennisation du signal inflammatoire et des destructions ostéo-articulaires. Alors, à quoi ressemble cette interleukine 23? C'est un hétérodimère qui comprend deux sous-unités, une P19 spécifique à cette interleukine et une P40 qui est semblable en fait à l'IL-12. Et une fois cette sous-unité P19 une fois qu'elle sera liée sur son récepteur spécifique de l'interleukine 23, elle va activer la voie JAK-STAT avec activation du signal inflammatoire. Et donc, pour inhiber cette interleukine, il faut tout simplement bloquer sa liaison à son récepteur en se liant à cette sous-unité P19. Ce qui nous amène à parler des anti-IL-23 dans le traitement du rhumatisme psoriasique. Quelle est leur place? Alors, nous en disposons de trois anti-IL-23 et celui qui est disponible chez nous au Maroc, c'est le guselkumab, le Tremfya. Alors voilà, il va agir en bloquant la liaison de cette interleukine 23 sur son récepteur et donc inhibant ainsi l'activation de son récepteur et le signal pro-inflammatoire. Alors, je ne vous apprends rien, le rhumatisme psoriasique, il est caractérisé par son hétérogénéité clinique. Et donc, à chaque fois qu'une nouvelle thérapie vient enrichir notre arsenal thérapeutique, on va se poser la question, quelle est l'efficacité de cette thérapie sur les différents domaines du rhumatisme psoriasique? Alors, et en particulier, on va commencer par l'atteinte articulaire. L'efficacité articulaire du guselkumab a été prouvée sur les réponses ACR à 6 mois et cette efficacité a été maintenue jusqu'à 2 ans. Maintenant, qu'en est-il pour l'anthésite? Le guselkumab, il a permis la résolution de 70% des anthésites à 2 ans. Donc, ce qui n'est pas rien, c'est un chiffre tout à fait intéressant. Et au fur et à mesure, je vais vous présenter, lors de ma présentation, je vais vous présenter l'actualité en fait sur le rhumatisme psoriasique. Et donc, je vais commencer par ce premier travail qui a été présenté à l'EULAR, au congrès EULAR dernier, et qui a en fait, qui avait comme objectif de mieux décrire cette atteinte anthésitique chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique, qui était inclus dans le programme de développement du guselkumab. Alors, ce qui a été retrouvé, c'est que l'anthésite la plus fréquente était celle au niveau du talon, puis vient celle au niveau du coude, au niveau de l'épicondyle latéral, puis celle du condyle médial fémoral. Et le guselkumab était efficace sur les anthésites, quel que soit leur site, avec un délai moyen d'efficacité assez rapide à partir de la 8e semaine. On arrive à un autre domaine qui est la dactylite. Et là aussi, les résultats étaient tout à fait favorables avec une résolution de la dactylite dans plus de 80% des patients à 2 ans. Qu'en est-il maintenant de l'atteinte axiale? C'est un peu plus compliqué. Il y a cette étude qui est une analyse en fait complémentaire des deux études du programme de développement du guselkumab. Et dans cette étude, on a remarqué qu'il y avait une amélioration de l'ASDAS et du BASD des patients atteints de rhumatisme psoriasique avec une atteinte axiale et une inflammation à l'IRM. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un résultat qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve parce que déjà c'est une étude, c'est une analyse complémentaire de 1 avec tous ces biais et de 2, on sait tous que les anti-IL-23 n'ont pas fait preuve de leur efficacité sur l'atteinte axiale jusque-là. Ni avec le deuxième anti-IL-23, le risankizumab, ni avec l'anti-IL-12-23, le stekunumab. Maintenant, pourquoi cette inefficacité des anti-IL-23 dans l'atteinte axiale alors que depuis tout à l'heure, on a vu la place de cette IL-23 dans la pathogénie du rhumatisme psoriasique
Et surtout que le rachis, dans les modèles animaux, on a trouvé des récepteurs de cette interleukine 23 au niveau du rachis. En observant les modèles animaux, on a émis deux hypothèses. La première, c'est que peut-être que cette IL-23 n'est nécessaire que pour initier la pathogénie de la maladie et ne serait pas nécessaire dans la pérennisation du signal inflammatoire. Deuxième hypothèse, c'est qu'il existerait une deuxième voie de sécrétion de l'interleukine 17, dans laquelle les cellules innées, notamment les neutrophiles, joueraient un rôle important. Et donc, vous imaginez bien, si cette voie existait, quand vous donnez un anti-IL-23, vous allez bloquer la sécrétion de cette interleukine 17 par les cellules qui possèdent le récepteur de l'interleukine 23, mais ce traitement ne sera pas du tout efficace sur l'autre voie qui est indépendante de l'interleukine 23. Ces résultats, ces observations qui restent des observations à partir de modèles animaux pourraient expliquer la différence d'efficacité dans l'atteinte axiale qui existe entre les anti-IL-17 et les anti-IL-23. Maintenant, ce sont que des observations et qui méritent tout à fait d'être prouvées. Maintenant, comment expliquer ce résultat positif avec le guselkumab sur l'atteinte axiale? Il y a une hypothèse, c'est que on pourrait se dire que peut-être que les éléments qu'on utilise, notamment le BASD et l'ASDAS, manquent de validité pour évaluer l'activité de l'atteinte axiale dans le rhumatisme psoriasique. Et donc, il pourrait être influencé par l'activité globale de la maladie. C'est-à-dire, si on donne un traitement et qu'on traite le rhumatisme psoriasique, en améliorant l'atteinte articulaire périphérique et anthésitique, on pourrait influencer les résultats et les données de l'ASDAS et le BASD. D'où cette étude qui a été là aussi présentée lors du congrès EULAR, qui a justement évalué la performance de l'ASDAS et du BASD dans l'évaluation de l'activité de cette atteinte axiale, en analysant justement leur corrélation avec les différents indices d'activité articulaire et anthésitique. Quel est le résultat? Alors, chez les patients avec cette atteinte axiale, on a retrouvé une corrélation entre le BASD et l'ASDAS et les indices d'activité articulaire et anthésitique. Sauf que cette corrélation, elle reste très faible, elle est proche du zéro. Donc, on ne pourrait pas expliquer ce résultat positif par la simple influence et impact de l'activité globale sur ces indices. Donc, ce serait difficilement explicable. Et on pourrait penser que cette efficacité est vraiment réelle. Et en fait, dans les études qui ont conclu à l'inefficacité des anti-IL-23 dans l'atteinte axiale, ces études, elles ont porté sur la population atteinte de spondyloarthrite axiale et non pas de rhumatisme psoriasique. Et donc, on pourrait penser que peut-être que l'interleukine 23 serait plus exprimée chez la population rhume-pso avec atteinte axiale que chez la population spondyloarthrite axiale. Maintenant, ce résultat reste à prouver. Et justement, pour répondre et pour mettre au clair cette question épineuse de l'efficacité des anti-IL-23 sur l'atteinte axiale, il y a cet essai randomisé qui a porté sur l'efficacité du guselkumab chez les patients rhume-pso avec atteinte axiale active à l'IRM et nous attendrons les résultats. Nous avons vu l'efficacité sur les différents domaines ostéo-articulaires. Maintenant, qu'en est-il des différentes atteintes? Le rhumatisme pso est hétérogène et l'atteinte cutanée est de loin la plus fréquente des atteintes extra-articulaires. Le guselkumab a démontré une efficacité remarquable sur l'atteinte cutanée, et ceci à 6 mois. Et vous voyez que la réponse PASI était présente chez plus des 2/3 des patients à 6 mois. Et la réponse est près d'un patient sur 2 a totalement blanchi ses lésions. Donc, c'est des résultats tout à fait intéressants et ces résultats se maintiennent jusqu'à 2 ans.
Le secukinumab est aussi un traitement qui a montré tout à fait son efficacité remarquable sur l'atteinte cutanée. Et nous disposons de cette étude qui a comparé le guselkumab au secukinumab chez une population atteinte de psoriasis cutanée. Le critère de jugement principal était la réponse PASI 90 à 1 an. Qu'est-ce qu'on observe? Regardez dans la première courbe en haut à gauche, les deux courbes sont superposées, se superposent, c'est-à-dire l'efficacité est similaire et vous remarquez aussi la rapidité d'efficacité. Mais plus on avance dans le temps, plus ces deux courbes s'éloignent et le guselkumab était supérieur au secukinumab à 1 an. Sur l'atteinte cutanée, bien sûr, c'est des patients atteints de psoriasis. Qu'en est-il de l'uvéite et des Mickey? Alors, vous savez tous que l'uvéite et les Mickey sont beaucoup moins fréquentes chez la population atteinte de rhume-psoriasis par rapport à la spondyloarthrite axiale, mais ces atteintes peuvent être sévères et doivent être tout à fait prises en compte dans le choix thérapeutique. Le guselkumab est efficace sur l'atteinte digestive, ça a été prouvé. Par contre, pour l'uvéite, les données sont toujours manquantes et les données se restent insuffisantes pour pouvoir conclure. Donc, au final, si on veut répondre à la question quelle efficacité sur les différents domaines du rhume-psoriasis, l'anti-IL-23 est efficace sur l'arthrite périphérique, sur la dactylite, sur l'anthésite. Pour l'atteinte axiale, les données restent insuffisantes, on ne peut pas conclure là-dessus et donc on ne peut pas recommander ce traitement. Pour l'atteinte cutanée, le guselkumab a fait une preuve d'une efficacité remarquable. Vous voyez que le vert est tout à fait foncé. Le guselkumab est aussi efficace sur l'atteinte digestive et pour l'atteinte oculaire, l'uvéite. Nous manquons encore de données et nous ne pouvons pas conclure sur son efficacité. Nous serons amenés à prescrire ces traitements chez des populations naïves de biothérapie, mais aussi chez des patients qui ont été déjà traités par des anti-TNF-alpha. Et donc, on peut se poser la question, quelle efficacité chez cette population particulière? Dans la première étude qui a été menée dans le programme de développement du guselkumab, si vous voyez dans le tableau, un tiers des patients étaient déjà en échec à 1 voire 2 anti-TNF-alpha. Et dans cette population particulière, le guselkumab a démontré son efficacité articulaire et cutanée. Il y a aussi cet essai randomisé qui s'est intéressé à cette population en échec d'anti-TNF-alpha et les résultats sont tout à fait favorables et sur le plan articulaire et sur le plan cutané. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il est recommandé d'associer un traitement conventionnel au biologique. Dans le rhumatisme psoriasique, les choses ne sont pas aussi claires. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on traite par un biologique seul ou on associe un CS-DMARD? Est-ce qu'on n'exposerait pas notre patient à un risque d'effet secondaire avec cette association? Donc, la question reste toujours posée. Et je vous présente ce travail de collaboration européenne qui a été mené chez une large population atteinte de rhumatisme psoriasique, plus de 15 000 patients. Et ce travail, qu'est-ce qu'il a évalué? Il a évalué justement l'efficacité et le maintien des anti-TNF-alpha chez les populations rhumatisme psoriasique selon que cet anti-TNF ait été prescrit en monothérapie ou en association à un traitement conventionnel. Et si vous voyez en bas les pourcentages, le traitement était plus prescrit dans les 2 tiers des cas en association au méthotrexate. Ce sont les habitudes des rhumatologues. Alors, côté maintien thérapeutique, pas de différence entre les 2 stratégies. Par contre, côté efficacité, l'association de l'anti-TNF à un traitement conventionnel était associée à une augmentation de la probabilité d'atteindre la rémission de 50% à 1 an. Donc, il y avait un plus en termes d'efficacité. Au congrès EULAR dernier, ont été présentées les données du registre allemand. Et elles sont tout à fait intéressantes. Pourquoi? Parce que les résultats, l'étude ne s'est pas limitée qu'aux anti-TNF, elle s'est élargie à toute thérapie ciblée.
Et là aussi, on a analysé l'efficacité et le maintien de la thérapie ciblée dans les deux groupes, que ce soit en association avec un CSD-MARS ou en monothérapie. Et si vous regardez les pourcentages, par contre, en comparaison avec l'étude qui date d'il y a 2 ans, la tendance est inversée. On a plus tendance à prescrire le traitement, la thérapie ciblée en monothérapie qu'en combinaison. Donc, côté efficacité, pas de différence, et ce résultat a été noté sur les différents domaines du rhumatisme psoriasique. Donc, pas de différence côté efficacité, le maintien thérapeutique était similaire. Donc, ces données du registre allemand sont tout à fait intéressantes et sont tout à fait rassurantes quant à la monothérapie. Sauf que aller de là et en se faire une recommandation, on est loin encore d'établir des recommandations en se basant sur ces données qui restent encore insuffisantes. Nous disposons actuellement, au jour d'aujourd'hui, d'un large panel de thérapies qu'on peut proposer dans le rhumatisme psoriasique, et on peut se poser la question: où peut-on positionner l'anti-IL-23 dans cet arsenal thérapeutique? Il y a eu cette méta-analyse, cette network méta-analyse qui est tout à fait récente, elle vient d'être publiée, et qui a comparé le guselkumab aux différentes thérapies ciblées en se basant sur l'efficacité clinique, l'efficacité articulaire, clinique et structurale, l'efficacité cutanée et sur le profil de tolérance. Alors, quel est le résultat? L'efficacité articulaire du guselkumab, que ce soit clinique ou structurale, était comparable à la majorité des thérapies ciblées. Côté cutané, l'efficacité cutanée était supérieure. Elle était meilleure que plusieurs agents, y compris les anti-TNF et les JAK. Et la tolérance du produit du guselkumab était tout à fait comparable, sans aucun signal alarmant. Nous allons finir avec les recommandations. Alors, quelle est la place des anti-IL-23 dans les recommandations? Et lors du dernier congrès EULAR, l'Orgosec avait présenté une mise à jour des recommandations EULAR du traitement du rhumatisme psoriasique. Cette mise à jour a intéressé le traitement pharmacologique et elle a insisté sur le traitement en fonction du phénotype ostéo-articulaire et extra-musculo-squelettique du rhumatisme psoriasique. Donc, en cas d'arthrite périphérique qui ne répond pas au traitement conventionnel, en échec à un traitement conventionnel, il est indiqué de démarrer un traitement biologique. Et vous avez à droite les différents traitements biologiques qui peuvent être recommandés et qui sont au même pied d'égalité, sans ordre de préférence. Et ce qui a changé avec la nouvelle recommandation, c'est qu'il y a eu une mise à jour des différents biologiques qu'on peut administrer à nos patients rhumpso, et on a rajouté l'anti-IL-23. En cas d'anthésite rebelle aux AINS ou aux injections locales, là aussi, il y a indication à démarrer un traitement biologique, et là aussi, tous les biologiques se valent et peuvent être indiqués au même pied d'égalité. Et là aussi, quand vous le remarquez, l'anti-IL-23 a été rajouté à la liste des biologiques. Maintenant, pour l'atteinte axiale, je vous ai présenté les données sur cette atteinte axiale, et vu ces données, l'anti-IL-23 n'a pas sa place dans les recommandations. En cas d'atteinte axiale, il faut traiter le patient par les anti-IL-17, les anti-TNF ou par les JAK, tout en respectant les données de safety et les recommandations de l'Agence européenne du médicament. Pour l'atteinte cutanée, l'anti-IL-23 a tout à fait sa place. Il a fait preuve d'une efficacité remarquable sur cette atteinte, à côté des anti-IL-17 et des anti-IL-12-23. En cas d'atteinte digestive, là aussi, l'IL-23 a tout à fait sa place à côté des anti-TNF monoclonaux, des anti-IL-12-23 et des JAK, en respectant là aussi, il y a toujours cette petite étoile à côté des JAK. Par contre, en cas d'uvéite, le choix se fera vers un anticorps anti-TNF monoclonal. Donc, pour conclure, cette IL-23 est une cytokine clé
dans la pathogénie de l'atteinte articulaire, de l'atteinte cutanée, de l'atteinte digestive inflammatoire. Et donc, cibler cette cytokine serait est une voie tout à fait intéressante qui a fait preuve de son efficacité sur différents domaines du rhumatisme psoriasique, même chez les patients en échec aux anti-TNF-alpha. Et cette voie thérapeutique, ce traitement vient élargir l'arsenal thérapeutique de nos patients atteints de rhumatisme psoriasique. Et je vous remercie. Merci, professeur Abrazar, pour cet aperçu très clair et très didactique concernant l'anti-L23. Donc, finalement, quand tu as parlé de l'atteinte axiale, finalement, peut-être qu'il y avait un problème de recrutement de patients, de sélection de patients dans ces études. Et finalement, le challenge pour le rhumato, ça devient de plus en plus difficile parce que on était dans le rhumatisme psoriasique en lui-même est difficile à diagnostiquer. Maintenant, est-ce que c'est un rhumatisme psoriasique plus atteinte axiale? Est-ce que c'est une spondylarthrite axiale? Donc, le challenge est de plus en plus important. Ouais. Maintenant, il faut se baser sur le phénotype le plus qui vient en premier. Est-ce que le patient a une atteinte axiale prédominante? Est-ce qu'elle vient en premier? Chez ce type de patient, on ne va pas aller vers un anti-L23, on préférera aller vers les autres biologiques. Oui. Mais dans les deux situations, quand on est diagnostiqué en rhumatisme psoriatique, on spondyloarthrite avec psoriasis, si l'atteinte axiale est active, c'est-à-dire que l'anti-interleukine 23 n'est pas la première solution. Exactement. Je reviens à l'étude méthotrexate en association avec les spondylarthrite, au rhumatisme psoriasique plutôt. J'avais vu peut-être dans un travail que plutôt l'expérience vécue par le patient qui intervenait dans le résultat que l'efficacité en elle-même. Donc, par exemple, le patient qui prend le méthotrexate, il a les nausées, il a les effets secondaires digestifs, donc il vit très très mal cette expérience et qui peut retentir sur le vécu et le résultat de l'efficacité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, la décision de mettre en route un biologique en association avec le méthotrexate, c'est une décision qui doit être bien réfléchie et qui doit tenir justement compte de la tolérance du CS10-MARS. Et tu as vu que la tendance actuellement s'est inversée. On a plus de patients sous monothérapie. que patients sous Finalement, les gens suivent les recommandations, en fait, les études. Oui. Monothérapie, c'est dans elle n'a pas encore LAPR. prouvé que la monothérapie a une efficacité similaire que le donner un biologique en association. Ce n'est pas encore les données que j'ai présentées, ce sont les données du registre allemand. Oui. Mais de façon générale, on traite les PR en association. On augmente l'efficacité, on diminue les... Exactement. Même dans le rhumatisme psoriasique, dans les recommandations, là, on garde l'association comme recommandation. C'est-à-dire, on rajoutera le biologique au traitement de fond. Il n'est pas systématique. Il n'est pas recommandé d'arrêter le traitement de CS10-MARS et donner le traitement en monothérapie. D'accord. Merci. Vous avez des questions? Oui. J'en ai quelques. Bon, déjà, merci pour ta très belle présentation et tes slides qui me font à chaque fois rougir de jalousie. Donc, en fait, j'avais deux ou trois petites questions qui me sont venues à l'esprit. La première, elle concerne, j'ai montré sur ma revue du congrès EULAR la comparaison sécu-ADA dans l'évolution structurale. Est-ce qu'on a des données sur les effets de l'anti-interleukine 23 en termes d'évolution structurale, anthésique ou ailleurs, de manière générale? Non, j'ai pas vu ça. Non. C'était la première question. La deuxième question, c'était, tu nous as montré les patients qui étaient en échec aux anti-TNF. Est-ce qu'on a des sous-groupes en échec à l'anti-interleukine 17 avec anti-interleukine 23 juste après ou on n'a pas encore ces données? Non. Il y avait que les patients en échec d'anti-TNF alpha. Et est-ce qu'on a une idée sur l'immunogénicité est-ce qu'on a... Il n'y avait pas de signal alarmant. Pas de signal dans ce sens. D'accord. Alors, j'avais une autre petite question concernant les comparaisons anti-interleukine 17 et anti-interleukine 23 sur l'atteinte cutanée. Il
m'a semblé que, en tout cas, on est en train de dire que peut-être que c'est supérieur à l'anti-interleukin 17, mais moi j'ai vu que sur ta plaque, en gros, c'était à peu près la C'est même chose. similaire. C'est à 1 an que les deux groupes commençaient à se séparer, mais c'est vrai, la différence était statistiquement significative. Et En faveur de en faveur l'anti-interleukin, sur la teinte en faveur du guselkumab par rapport au sur la secukinumab. teinte cutanée. Oui, sur la teinte cutanée, c'est des patients atteints de psoriasis. Oui, mais il me semble, dans le network, le guselkumab, il s'est placé en deuxième position parmi l'arsenal thérapeutique global, sur la teinte cutanée. Dans la première, parce qu'il y en avait deux. Il y avait celle de l'année dernière et celle actuelle. L'actuelle. Oui. J'ai l'impression qu'elle était en deuxième position en efficacité. Après le secukinumab à 300 mg. J'ai l'impression qu'ils sont en train de vendre le fait qu'ils sont les champions maintenant de la teinte cutanée. Oui, Oui, J'ai tout à fait. l'impression. oui. Bien vérifié. C'est commandé une fois par mois, c'est comme j'ai jamais utilisé. Alors, il faut la première injection, la deuxième à 4 semaines, et puis toutes les 8 semaines. D'accord, donc c'est comme les autres, en fait, c'est une fois par mois. Toutes les 2 semaines par la suite. Ah, toutes les 2 Oui, semaines. S0, S4, puis toutes les 8 semaines. Toutes les 8 semaines. Toutes les 8 semaines. 8 semaines, Ah, chaque 8 super. semaines. Super. Ouais, Tu as une idée plus sur le espacées. prix? Pardon? Tu as une idée sur le prix de commercialisation? Non, pas du tout. Ça peut être une option, parce qu'on voit plus, on a nous une série de rhumatismes XO derrière nous. Mhm. Mais bon, c'est vrai qu'on les voit pas à un stade on a l'impression quand même que chez nous, les rhumatismes XO, soit on a des très gentils, soit on a des très méchants. Très Exactement. sévère, oui. On a Tout à des formes très sévères, et on est en attente de solutions thérapeutiques. J'ai lu sur le tableau que tu as montré que l'anti-JAK dans la teinte axiale, tu as mis du jaune, mais il y a des anti-JAK actuellement qui sont utilisés. Elle était plus ancienne, la référence était 2022. C'est ça. C'était un article plus ancien avant que l'efficacité sur la Vient teinte de axiale soit paraître, démontrée. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, peut-être on arrive à la fin de ce webcast. C'était vraiment un agréable moment qu'on a passé ensemble. J'espère qu'on a répondu à vos questions que vous n'avez pas encore posées sur le chat. Et espérons vous voir au prochain webcast, et ça sera, Inch'Allah, après le prochain congrès, peut-être post-ACR. Donc, essayons d'être au rendez-vous, Inch'Allah. Très bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.